vous a donné l'idée de raconter cette histoire? Est-ce une expérience personnelle? C'est une question de Marilou 75. C'est parti d'abord de la thématique de la loyauté, qui est une valeur que j'estime, une valeur importante pour moi. Et j'avais eu au départ l'idée de faire intervenir deux amies et faire en sorte peut-être qu'elles soient en porte-à-faux vis-à-vis d'un même garçon. Mais c'est pas aller plus loin que ça au départ. Je savais pas si ce serait l'ex-petite amie de l'une ou autre chose. Et autour de cette idée de loyauté, finalement, m'est venue l'idée qu'il n'y avait pas que la loyauté vis-à-vis d'un ami, mais la loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis de ses principes, rester loyal à ses principes, la loyauté même familiale, cette idée de loyauté un peu invisible, parfois qu'on hérite de ses aïeux, on va, à partir d'un non-dit peut-être ou d'un traumatisme, pas forcément bien surmonté, intérioriser les problèmes qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais qui vont, par loyauté, nous empêcher de faire les bons choix, nous amputer de possibilités dans nos propres vies. Et autour donc de cette thématique-là, j'ai voulu construire une histoire qui reste quand même un feel-good, une romance, tout en abordant ces questions un petit peu plus denses. J'ai rapidement su que je voulais implanter mon histoire en Écosse. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai lu beaucoup sur l'Écosse, ça m'a passionnée, les légendes, les fées, les sylphides, et à travers ça, j'ai découvert un conte qui s'appelle d'ailleurs La Sylphide, dans lequel un personnage écossais, le héros s'appelle James, voilà, j'ai pas été très... chercher bien loin le prénom de mon héros masculin, tombe amoureux d'une sylphide, bon c'est un ballet romantique, alors il finit très mal malheureusement, et moi ça m'a aussi inspirée, j'ai voulu en créer une version alternative, un peu plus satisfaisante pour moi, auteur de Feel Good. Croyez-vous au coup de foudre, comme l'ont vécu James et Héloïse dans le TGV? Et une question de Ameline C. Oui, j'y crois. Alors je dis pas que tous les coups de foudre peuvent déboucher sur une relation stable et durable, sans doute pas. Mais oui, je crois au coup de foudre. Je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse, que c'est incontrôlable et que ça ne répond pas forcément à la raison. Alors les scientifiques peut-être expliqueraient ça très bien. Ça doit mettre en jeu les phéromones et d'autres choses, mais moi j'y crois au coup de foudre. Ce qui était intéressant là pour moi, c'était de mettre leur coup de foudre à l'épreuve de la distance, du temps, du silence, de voir si il avait quand même une petite chance de devenir quelque chose de durable, de quelque chose de beau, s'il allait résister à tout ça. L'humour est présent tout au long du roman. Est-ce une façon d'alléger les quelques souffrances que l'amour nous impose? Question de la bibliothèque de Reb. J'avais envie de martyriser un petit peu mes personnages, mais je trouve que tomber dans le pathos absolu, c'est compliqué et c'est pas forcément productif. Je trouve intéressant que l'humour vienne comme un contrepoids au drame. Je suis pas très à l'aise moi dans le drame absolu, j'y vois une spirale un petit peu et voilà, je trouve dans l'humour ce contrepoids, et puis paradoxalement peut-être même un moyen de magnifier la douleur parce que l'humour va pas atténuer la peine tant que ça, va pas nous sauver, sauver le héros ou nous câliner, nous consoler, mais l'humour va d'une certaine manière déjà rendre le personnage qui en est capable plus attachant, plus humain, moins docile aussi face à l'adversité. Et je pense aussi que ça me vient, cette envie toujours d'alterner avec l'humour, enfin de créer ce contrepoids entre l'humour et les thèmes plus durs. Ça me vient aussi de l'influence qu'a sur moi la littérature anglophone et cet humour tout anglais, on le qualifie d'anglais souvent, qu'ont les personnages d'auteurs anglophones, de savoir rire de tout, de se moquer du sacré comme du ridicule. Voilà, donc je ne sais pas si je le manie parfaitement bien, mais c'est quelque chose que j'adore et j'ai envie d'incorporer toujours dans mes romans. Comment se passe la phase de construction d'un roman? Vous y établissez une trame, un fil conducteur ou bien y a-t-il une écriture au fil de l'eau? Miss Zouzou. Je pense que quand je commence à écrire, j'ai pas forcément une structure en béton armé. J'ai principalement au tout début des scènes émotionnellement fortes qui me viennent. Et je sais qu'elles interviendront quelque part, je ne sais pas encore où, et souvent en fait je construis le reste autour de ces scènes clés.
Pourquoi j'ai pas une structure à toute épreuve? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'une, moi, l'ordre total me déstabilise. L'ordre total me rend contemplative et passive, donc c'est pas trop pour moi. Aussi, moi, je pense que j'ai besoin de spontanéité et de liberté, donc c'est pour ça que quand j'ai parfois essayé de le faire, une trame trop solide, telle scène arrive après telle scène, ça me freine un peu dans mes élans et je me sens, j'ai l'impression que c'est trop scolaire. Donc je me libère de ça et je laisse place à la spontanéité, à la surprise. Héloïse est un personnage avec une complexité sentimentale, au contraire de Daphné, qui paraît plus légère, plus détachée dans son approche de l'amour. Comment est né ce binôme? Question de la bibliothèque de Reb. Je veux toujours, moi, m'intéresser à cette question de l'amitié et essayer de permettre à mes héroïnes de grandir à travers ces sentiments, que ce soit l'amour ou l'amitié. Première chose. Et pourquoi les créer aussi distinctes l'une de l'autre? L'amitié est une vraie relation. Il y a réciprocité dans l'amitié, bien plus que dans l'amour d'ailleurs, parce qu'on peut aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, mais c'est très difficile d'être l'ami de quelqu'un qui n'est pas le nôtre. À travers cette idée de réciprocité, on se projette en l'autre, en son ami, je me dis, et je trouvais intéressant justement qu'Héloïse trouve à travers Daphné la possibilité, en miroir peut-être, de croire à ce qu'elle s'interdit d'éprouver. Non, le grand amour n'existe pas, se dit-elle, mais son amie y croit et par ce biais-là, du coup, elle arrive peut-être pas à y croire, mais à s'autoriser d'en parler, à réfléchir à la question, voilà. Donc je voulais justement que ça puisse faire un jeu de va-et-vient entre elles deux. C'était l'idée principale. Le choix des musiques m'intrigue. Est-ce le côté musical qui a primé ou bien le texte des chansons qui correspondait aux différents moments du roman? Le choix des chansons a-t-il précédé la rédaction du texte? Question de Ensaume. C'est vrai que j'aime beaucoup la musique, je ne peux pas passer une journée sans en écouter. Ceux qui me connaissent le savent, je suis addict à mon compte de musique en ligne. Je crée une playlist pour tous mes romans. Je crois que parfois j'ai des scènes très précises en tête et il m'arrive d'écouter une musique et de me dire cette musique pourrait être la bande son de la scène. C'est souvent dans cet ordre-là en définitive. Mais il peut arriver aussi que j'écoute une chanson nouvelle ou que je réécoute une chanson connue. Et là, en écoutant plus précisément les paroles, je sais pas, je suis inspirée par le moment, ça m'évoque un sentiment, ça m'évoque une relation, un problème, une manière de réagir à un problème. Et du coup, ça peut déboucher effectivement sur l'inspiration d'une partie d'une scène ou parfois d'un petit dialogue. Ouais. Donc c'est dans les deux sens. Et en ce qui concerne plutôt la musique, la mélodie ou plutôt le texte, je pense que je suis plus sensible au texte. Mais oui, bien évidemment, la musique aussi. Mais c'est dans cet ordre-là. J'écoute les paroles des chansons, j'apprends, j'écoute et je retiens les paroles des chansons et c'est ça qui me frappe le plus.